Bonjour à tous, bienvenue sur notre live citoyen de la Jeune Chambre économique de Sète et du bassin d'Auto. Je m'appelle Sarah et je suis la présidente de la Jeune Chambre. Je suis accompagnée aujourd'hui par Anaïs Vera. Bonjour à tous. Anaïs. Et donc moi je suis vice-présidente développement de la Jeune Chambre économique de Sète et du bassin d'Auto. Et on a l'honneur aujourd'hui d'accueillir Grégory Blanc-Villain, président de la CPME Hérault. Bonjour Grégory. Bonjour à tous, bonjour à toute la Jeune Chambre économique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous aujourd'hui pour parler entreprise et CPME, le rôle de la CPME en cette période de confinement et les actions que vous menez actuellement dans cette période un petit peu de crise que nous vivons. Dans un premier temps, pour les personnes qui nous écoutent, je vais vous présenter brièvement la Jeune Chambre pour les personnes qui nous connaissent pas. Donc, la Jeune Chambre est un mouvement international pour des personnes de jeunes actifs de 18 à 40 ans. On met en place des actions citoyennes pour améliorer le territoire et pour être un peu plus utopique, changer le monde. Concernant notre Jeune Chambre économique de Sète, elle existe depuis 65 ans et œuvre sur le territoire, très connue sur le territoire. Le rôle de la Jeune Chambre, c'est vraiment d'être un incubateur de leaders citoyens, de mener des réflexions et mettre en place des actions impactantes. Je ne sais pas si vous connaissez quelques-unes des actions phares de la Jeune Chambre économique française. Notamment les rues piétonnes pour les personnes qui ne le savent pas encore. Donc, c'est l'une des actions phares de la Jeune Chambre. Le but de ce live citoyen, en fait, l'idée, c'est de mettre en place en fait un lieu d'échange entre notre Jeune Chambre et les acteurs du territoire. Vraiment permettre en fait aux personnes, que ce soit des personnalités du territoire comme Grégory aujourd'hui, et des personnes aussi comme vous et moi qui peuvent avoir des rôles sur le territoire et nous partager leur expérience. Donc là, aujourd'hui, on a le plaisir de partager ce moment avec Grégory. Grégory, je vous laisse vous présenter. Ah, petit problème de son. Je ne vous entends pas. Voilà. C'est bon, c'est moi qui avais coupé mon micro pour pas. Pas de souci. Donc moi, je suis chef d'entreprise avant tout, hein, puisque tous les élus CCI comme CPME, on est élus bénévoles au service des entreprises. Donc moi, je dirige une entreprise d'organisation d'événements B2B qui aura 15 ans cette année. Et on fait tout ce qui est congrès, séminaire, inauguration, anniversaire d'entreprise. Et autant vous dire que depuis le 15 mars, on n'a plus un seul contrat et que malheureusement, je pense que pour l'année à venir et même l'année d'après, ce sera très compliqué tant qu'il n'y aura pas de vaccin et qu'on ne saura pas quand est-ce qu'on a le droit et qu'on pourra aussi psychologiquement se regrouper à plusieurs dans une même salle pour un événement. Voilà, pour donc ma casquette CPME, j'ai pris la présidence il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc syndicat patronal français, dans le code du travail, vous savez qu'il y a 3 syndicats interpro, le MEDEF, l'UDP pour les artisans et les professions libérales, et la CPME qui est le syndicat qui s'occupe essentiellement des petites entreprises, petites et moyennes entreprises, avec cette particularité de s'occuper des entreprises patrimoniales, c'est-à-dire qu'on est tous des chefs d'entreprise propriétaires de nos sociétés. On joue notre argent, on risque notre argent et voilà, donc c'est que des entreprises patrimoniales. Bon, après, on a quand même des grandes entreprises, hein, mais voilà un peu la spécificité. Avec notre président national François Asselin, que vous avez peut-être vu, il passe de plus en plus et à la télé et dans les médias, et qui défend justement toutes les mesures en faveur des indépendants et des petites et moyennes entreprises. On a une structure après régionale avec notre président Samuel Sett, dont on entend parler aussi assez souvent, qui lui est président de la CPME du 31 de Haute-Garonne. Et puis donc après des structures départementales où là, nous sur l'Hérault, on est entre 500 et 600 adhérents maintenant. Sur tous les RAW, tout secteur d'activité confondu, avec l'objectif de défendre au niveau national justement toutes
toutes les mesures en faveur des TPE-PME. Et avec l'enjeu des mandats patronaux, hein, puisque ce sont les syndicats professionnels qui gèrent un certain nombre d'organismes en France et qui nous permettent de défendre un peu les positions, que ce soit les élus des chambres des métiers, de chambres de commerce, que ce soit les juges au tribunal de commerce, que ce soit les juges au tribunal des prud'hommes et que ce soit les organismes sociaux comme les médecines du travail, comme l'URSSAF, bien sûr. On a la présidence, par exemple, avec notre président de la CPME du 66, qui est président de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, voilà, pour défendre un peu. Donc, on a énormément de mandataires qui sont tous des chefs d'entreprise bénévoles et qui défendent au quotidien les intérêts des entrepreneurs et surtout qui font tourner un certain nombre d'organismes de l'économie et de l'écosystème. Voilà un peu, déjà pour présenter globalement la CPME. Donc, j'imagine une période intense pour la CPME. Et du coup, comment vous avez vécu cette période de confinement? Comment vous la vivez encore, du coup? Alors, depuis le début, quasiment depuis le 17 mars, je crois, on a une grande vague de solidarité qui s'est mise en place entre les chefs d'entreprise. Et dès le début, on a monté une cellule Covid-19 avec un mail spécifique où on a de nombreux experts, avocats, experts comptables, chefs d'entreprise, mandataires, juges au tribunal de commerce, des prud'hommes, qui se sont mis à la disposition de tous les adhérents et même des non-adhérents, puisqu'on a énormément de questions qui sont arrivées et on a réussi à répondre au cas par cas à tous les problèmes et toutes les questions qui se faisaient poser. Il y a des fois, bien sûr, on n'avait pas les réponses, mais on allait les chercher. On a eu la chance dans l'Hérault d'avoir une belle unité économique avec les autres syndicats patronaux et avec les 3 chambres consulaires, CCI, Chambre des métiers et Chambre d'agriculture, où autour du préfet, et je tiens à le saluer, le préfet Jacques Witowski, on a vraiment une belle union qui s'est faite et surtout une façon de travailler très pragmatique et vraiment dans l'action pour faire remonter tous les problèmes et savoir si c'était oui, si c'était non, quel blocage il pouvait y avoir, quelles solutions on pouvait mettre en place pour débloquer certaines situations. Voilà. Et autour de lui et tous les services de l'État, que ce soit la DGFiP, que ce soit la Directe pour le chômage partiel, mais également les organismes, l'URSSAF, etc. On a réussi à débloquer toutes les situations. On a une très belle relation qui est née avec, et ce n'était pas forcément le cas toujours avant, avec les banques et la Banque de France et la BPI, où on a un correspondant dans chaque banque au niveau régional dédié à ces problèmes autour du Covid, qui fait qu'on a réussi à faire accélérer des dossiers, avoir des réponses personnalisées, à faire débloquer des situations quand des fois certaines banques traînaient un peu des pieds pour accorder des reports d'échéance, pour accorder le prêt garanti par l'État. Est-ce qu'il y a une tendance, par exemple, des problématiques, vous avez l'une ou est-ce qu'il y a des problématiques qui reviennent très souvent Alors, les problématiques, bon, elles se sont résolues au fur et à mesure. Il y a eu une grosse problématique autour du chômage partiel, tout simplement parce que les systèmes informatiques n'étaient pas du tout conditionnés pour gérer autant de demandes en même temps. Donc, il y a eu pas mal de blocages là-dessus. Ça a retardé un peu les dossiers là-dessus, mais globalement, ça y est, tout est débloqué. Il y a eu un petit peu de problème avec certaines banques, notamment au départ, qui elles aussi étaient en réorganisation et en télétravail. Donc, le temps que les décisions du national redescendent à tous les conseillers pour décaler les échéances, pour mettre en place ce prêt garanti par l'État. Voilà, il a fallu expliquer beaucoup les mesures qui changeaient en plus chaque jour. Des fois, il y avait un arrêté qui passait. Je vous prends l'exemple du Fonds de solidarité où dès le départ, nous, on avait dit non, moins 70% de CA justifié pour le mois de mars, c'est pas logique puisque globalement, tout le monde a travaillé la moitié du mois. Donc, on a réclamé 50% depuis le début. Et puis, le jour où l'arrêté est passé pour dire, voilà, le Fonds de solidarité, voilà les critères, le ministre Bruno Le Maire annonçait qu'en fait, il descendait le critère à moins 50%. Donc, il a fallu s'adapter au quotidien parce que les mesures étaient elles aussi adaptées en permanence. Et globalement, on a eu une belle écoute. On a une relation un peu privilégiée à la CPME avec la députée Coralie Dubosc, avec qui on travaille beaucoup. Et on avait travaillé dès le début de mon élection sur la partie RSE de la CPME. Et nous on croit beaucoup en cette partie de la loi Pacte qui permet aux entreprises de se doter d'une raison d'être, voire de passer en société à mission
pour vraiment mettre dans les statuts de l'entreprise le rôle sociétal de l'entreprise dans l'économie. Et donc, on avait créé dès le mois de juin l'année dernière un comité des parties prenantes pour mettre un peu en avant ça. Et je suis encore plus persuadé qu'aujourd'hui, on pourra en reparler après, ce sera une des solutions importantes à mettre en place pour surmonter cette crise. Voilà, mais c'est vrai que du coup, on a pu faire remonter des choses très, très directement, presque au ministre de l'économie et des finances. Hein. Il y a des moments, il y avait des blocages. Sur les fleuristes, par exemple, on a Laurent Sintès, notre élu à la Chambre des métiers, qui nous a fait remonter le problème qui allait arriver pour le mois de mai pour eux. Le président Deljari en avait déjà parlé au préfet. Pour l'instant, le préfet n'était pas favorable par rapport à l'arrêté tout simplement qui était pris, qui ne les autorisait pas à ouvrir. Et puis en faisant remonter, c'est remonté directement à Bercy, à Bruno Le Maire, et l'info est redescendue directement dans les préfectures pour leur permettre de vendre sous certaines conditions le muguet, par exemple, au 1er mai. Donc, on a réussi à avoir ce lien important qui fait qu'on a pu faire évoluer les dispositifs. Ce matin, j'étais encore en échange avec la députée par rapport justement à la bonne nouvelle qui est tombée aujourd'hui sur l'annulation des charges. Carrément, c'est plus un report, mais une annulation des charges des TPE de moins de 10 salariés sur les mois de la crise pour ceux qui avaient dû arrêter leur activité par l'arrêté 17 mars. Et ce matin, par contre, j'ai dit super, bonne nouvelle pour tout le monde, mais attention, n'oubliez pas que certaines entreprises ont dû fermer, qu'elles n'étaient pas dans l'arrêté, dans les codes APE, pour X raisons, mais je prends mon secteur d'activité, nous on est en agence de communication, mais on fait que de l'événementiel. La loi nous interdit finalement de travailler puisque tous les regroupements de plus de 10 personnes sont interdits, sauf qu'on n'est pas dans l'arrêté au départ. Donc, nous, pour l'instant, on n'a pas le droit à ça. Mais c'est le cas pour de nombreuses structures de services, par exemple, autour de cette activité, qui ne peuvent plus travailler tout simplement parce qu'il n'y avait plus de contrat et on ne pouvait plus faire. Donc, voilà, mais je suis sûr que ça va être entendu et que le dispositif va évoluer au fur et à mesure. Donc, c'est cette capacité à travailler tous ensemble et à faire remonter très rapidement mesurer les dispositifs pour les faire évoluer parce que il est clair qu'on vit une situation inédite et que tous les dispositifs ne pouvaient pas prévoir tous les cas de figure à chaque fois et que c'est en faisant remonter qu'on a pu leur montrer les trous dans la raquette. Voilà un peu tout ce qu'on a fait. Donc, c'est vrai l'idée, ça a été d'être très présent, de beaucoup informer parce que l'information évoluait en permanence, rassurer, être à l'écoute, parce qu'on peut vite se sentir isolé. C'est un peu le rôle des syndicats patronaux, mais comme des réseaux économiques. Vous savez que je suis très attaché au réseau économique et à la CCI de l'Hérault, où je suis membre du bureau. Je suis président de la commission des réseaux économiques. On fédère 45 réseaux et c'est vraiment le conseil que je peux donner en dehors de l'importance que je vois être dans un syndicat, puisque c'est en étant tous ensemble qu'on peut négocier des choses et qu'on peut s'entraider, mais surtout faire partie de réseaux comme la Jeune Chambre économique qui me semble hyper important, et pour les dirigeants d'ailleurs et pour les salariés. Tout à fait, oui. Voilà. Et ne pas rester isolé, en fait. C'est vraiment ensemble qu'on doit trouver les solutions et qu'on doit partager les problèmes. Exactement. Et du coup, comment voyez-vous la période d'après? Donc, le déconfinement va être progressif. Quelles actions vous souhaitez mettre en place ou vous allez mettre en place? Alors, je vais passer très rapidement, bien sûr, comme tous les syndicats, on organise des réunions de préparation à la reprise. On en fait une jeudi, notamment avec la médecine du travail, la METRA, pour parler d'aspects un peu santé et psychologie, d'ailleurs, aussi de cette reprise. Mais c'est plutôt… donc, on va continuer à informer là-dessus et à regarder. Là, on a monté 3 cellules de réflexion, pour vous dire. Une qui est notre club des jeunes entrepreneurs, qui est hyper dynamique et qui s'autorise toutes les folies, je dirais, mais qui peuvent permettre de faire évoluer la société, donc, et qui réfléchissent à des mesures très concrètes de comment s'entraider, comment redémarrer, comment se faire travailler ensemble. Donc ça, c'est la première cellule. Il y a une deuxième cellule qu'on a mis en place, dont j'ai pris la responsabilité en partenariat avec la CCI et la préfecture de l'Hérault, qui est une cellule de réflexion sur la grande filière de l'événementiel au sens large, avec le tourisme d'affaires dedans, avec le monde culturel, tout ce qui est événements sportifs, musicaux,
salons professionnels, tout ça, qui font vivre finalement énormément d'entreprises C'est au l'un long des de l'année. secteurs qui ont été les plus touchés là pendant cette crise. Ça. Donc, après, il y a des grosses cellules qui existent au sein de la CCI sur le commerce. Bien sûr, il faut faire repartir le commerce, il faut dynamiser sur le tourisme, sur le BTP, etc. Mais il y a cette filière de l'événementiel qui va être touchée à vraiment très, très long terme parce qu'on ne replace pas des congrès du jour au lendemain. Et puis, même dans un an, tant qu'il n'y aura pas de vaccin, on ne sait pas si on aura le droit de faire des gros événements. Et est-ce que les gens, psychologiquement, auront envie de refaire une assemblée générale avec tous leurs salariés dans 1000 personnes confinées en prenant un risque de contaminer tous ses collaborateurs? Donc, on a, nous, déjà des annulations sur 2021 là-dessus. Et voilà, et cette filière va mettre vraiment du temps, même entre le moment où on appuie sur le bouton on en disant c'est bon, vous avez le droit de faire des regroupements à 1000 personnes. Il faudra plusieurs mois le temps de remonter des projets, de reprogrammer ça. Là, pour l'instant, c'est limité à combien de personnes? Pour l'instant, il n'y a aucun événement qui est autorisé. Dans la loi, c'est 10 personnes. Aujourd'hui, c'est des petits regroupements familiaux. Mais voilà, jusqu'à fin mai déjà, jusqu'au 2 juin, je crois que la prochaine prise de décision du Premier ministre, on n'a pas le droit. Et je ne pense pas qu'en juin, ils autorisent grand-chose. Peut-être qu'on montera à des regroupements de 20, 30, 40 personnes. Mais je pense qu'on n'est vraiment pas prêt de pouvoir refaire les choses. Et puis, il y a cet impact psychologique. On ne va pas organiser un anniversaire d'entreprise ou même un séminaire avec ses collaborateurs pour déjeuner avec tout le monde un masque. Ça me semble très compliqué pour l'instant. Donc c'est vrai que ça va être à long terme. Pour le tourisme, il faut sauver la saison touristique maintenant, voir comment on peut les aider à attendre le mois de mars ou avril l'année prochaine de relancer la saison. Pour l'événementiel, ça risque d'être encore plus long parce que c'est juste maintenant. Voilà. Donc, on a cette grosse cellule de réflexion. Et puis, la dernière qu'on a avec Roger Yannick-Chartier, qui est président, qui fait partie du bureau de la CPME et qui est président aussi de la plateforme Initiative Montpellier-Pic-Saint-Loup. On lance d'ailleurs, c'est le lancement cet après-midi à 16h, une commission et demain qui, elle, va réfléchir à plus moyen long terme sur les impacts de cette crise, sur qu'est-ce que ça va entraîner dans la façon de travailler avec nos collaborateurs, de se déplacer, de produire, de réindustrialiser sans doute nos territoires, la façon de commercer, la façon d'acheter, la logistique et l'aspect tout simplement de vivre ensemble. Donc, c'est une cellule qui va réfléchir à plus long terme sur cette façon de transformer la société et sur les impacts, mais surtout qu'est-ce qu'on veut retenir de cette crise et qu'est-ce qu'on veut que ça fasse évoluer dans les mois et années à venir sur la place de l'entreprise dans l'économie, sur la place du travail dans l'économie, sur notre façon de produire, voilà, de commercer, de travailler. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est une période particulièrement difficile, mais il y a eu quand même des points positifs. Donc, il faut savoir un peu capitaliser sur ce qui a été positif pendant cette période et comment on peut l'exploiter pour la période d'après. C'est vrai que pour le déplacement, est-ce que les petites ou grandes entreprises vont songer plus sérieusement au télétravail? C'est vrai qu'avant, on n'en pensait pas forcément. C'est quelque chose qui était même remis en question. Je pense que là, ça va peut-être revenir sur les débats. Ça a eu aussi l'impact sur les déplacements, sur la pollution. Oui, ça va peut-être changer les mentalités à ce niveau-là. C'est vrai. Je pense que dans tous les cas, il y aura des points positifs, comme vous venez de le dire là-dessus, et je pense qu'on va gagner un temps assez important sur la mise en place de certaines façons de travailler. Le télétravail en est un très bon exemple. Moi, le premier dans ma société, à aucun moment je me suis dit on va mettre du télétravail en place. On en parlerait avec mes équipes quand on va reprendre, mais peut-être que très rapidement maintenant, je leur proposerais peut-être une fois par semaine d'avoir un jour où ils peuvent faire des choses de la maison et gagner peut-être 1h30 de trajet sur une journée pour certains qui habitent un peu loin. Mais voilà, de temps en temps, il y a effectivement des tâches qu'on se rend compte qu'on peut faire à distance. Voilà, l'aspect visioconférence et webinaire, moi je pense que ça sera en tout cas moi ce que je vais sans doute conserver, que je n'avais jamais ni accroché ni imaginé par exemple à ces PME. Mais il est évident maintenant que des fois de faire des commissions de travail en faisant venir, nous on est juste héros, mais rien que de faire venir des Biterrois sur une réunion à Montpellier pour 1 heure, est-ce que ça vaut pour eux plutôt que de le faire en visio? On organisait en permanence
des petits workshops, souvent sous forme de petits déjeuners pour 10-15 personnes, peut-être que ce sera plus simple de le faire de temps en temps en webinaire pour toucher 50 personnes, parce que du coup, on touche tous les rôles et que les gens ne vont pas se déplacer, faire 3/4 d'heure de route pour un petit atelier d'1 heure. Donc, il y a des choses qu'on va certainement conserver. Après, moi, je me bats et tout le monde connaît mon attachement justement pour les réseaux physiques et ce sera toujours important de continuer à maintenir ce lien. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'éléments. Il y a encore 2 mois, je suis monté pour être audité à Bercy, justement sur la RSE. Pour 1 heure de réunion, voilà, j'ai perdu la journée, un aller-retour en avion. Est-ce que ça a encore un sens dans la société où on est aujourd'hui plutôt que de faire ce rendez-vous en visio? Voilà, comme un certain nombre de choses. Donc, il faudra conserver bien sûr le lien physique et c'est important. Mais peut-être qu'on va garder certainement des choses de ça et gagner du temps là-dessus sur la mise en place du télétravail, de visioconférences, etc. Je vous donne un exemple. Il y a eu pendant cette crise, par exemple, André Deljarry avec la CCI qui a réussi à regrouper en réunion visio tous les présidents de communautés de communes, d'agglo et de la métropole, plus le président du département, voilà, sur une même réunion visio pour un moment dire qu'est-ce qu'on fait sur notre territoire. C'est quelque chose qui devrait presque être conservé et qu'ils le fassent 1 fois par mois ou par trimestre, en tout cas pour se coordonner. En physique, ça semble compliqué à organiser, trouver une date pour tout le monde, etc., les agendas. Mais en visio, finalement, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont faisables et qui permettent d'avancer beaucoup plus vite, quoi. Voilà. C'est vrai qu'il y a le côté efficacité au travail aussi qui est à débattre. Après, bon, moi je suis un peu d'accord aussi sur le contact physique. Nous, à la Jeune Chambre, on a été particulièrement aussi touchés parce que tous les événements, les actions qu'on devait mettre en place ont été annulés. Donc, le côté quand même convivialité, le côté physique a été reporté, on va dire, pas annulé, reporté. Mais c'est vrai que ça manque. Il y a plein de sujets on peut échanger pour trouver des clés et aller de l'avant. On peut éventuellement pour des grandes villes, peut-être Montpellier, elle est moins touchée, mais d'autres villes où il y a énormément de bouchons, c'est vrai que le télétravail, ça peut résoudre beaucoup de problèmes. J'espère que ça va faire changer les mentalités et là-dessus et même peut-être toute la société il y a quelque chose qui m'a fait plaisir à la télé là, sur la reprise du travail à Paris où ils disent que justement ils sont en train de réfléchir pour décaler les horaires un peu des entreprises pour pas que tout le monde se retrouve dans les transports en commun en même temps. C'est quelque chose que j'évoque depuis longtemps. Le seul problème, c'est que c'est toute la société qui doit être organisée avec ça parce qu'à un moment, vous ne pouvez pas demander aux gens de décaler leurs horaires si toutes les crèches, toutes les écoles, tous les collèges, par exemple, sont tous calés sur les mêmes horaires. Donc, à un moment, il faut que la société s'adapte en disant il y a des crèches qui ouvrent plus tôt et d'autres qui ferment plus tard. Il y a des écoles qui ouvrent plus tôt, qui ferment plus tard. Pour que, effectivement, ça semble aberrant de dire on met tout le monde sur la route de 8h à 9h alors que je sais pas, moi je prends les informaticiens, les programmeurs, peut-être que pour certains ça les arrange de travailler de midi à 22h parce que voilà, ou d'autres qui veulent. Donc à un moment, bon, il faut savoir organiser peut-être la société différemment et je pense que c'est du coup des idées qui vont se mettre en place progressivement dans les mentalités pour qu'on fasse avancer. Je pense qu'on va gagner du temps. Vraiment, si cette crise doit avoir un point positif, c'est je pense qu'on va gagner du temps sur la transition numérique. On n'en a pas parlé, mais on s'est tous rendu compte pendant cette crise que là où il y avait une rupture numérique et que les enfants ne pouvaient pas recevoir leurs cours et qu'il n'y avait pas Internet, c'était pas normal et c'était une vraie fracture sociale même. Voilà, on s'est rendu compte avec ça que si on veut faire du télétravail, si on veut, il faut des outils et il faut qu'il y ait une bonne connexion Internet. Donc, il y a beaucoup de commerçants aussi dans cette transition numérique qui à aucun moment n'avaient imaginé vendre à emporter ou en précommande et donc faire du e-commerce. Et du coup, il y en a plein qui se sont mis à faire du e-commerce. Donc, voilà, sur cette transition numérique. Plusieurs entreprises, oui, ont innové. C'est vrai qu'il y a eu de la créativité aussi dans cette période. C'est vrai. Non, il y a vraiment des très beaux projets d'ailleurs qui sont en train de naître.
de cette crise, hein, et c'est d'ailleurs souvent un peu les points positifs d'une crise, c'est que ça oblige tout le monde à se remettre en question et à casser un peu les habitudes, les codes et à réfléchir à comment innover justement. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup d'innovation, beaucoup de coopération aussi. Hein. Nous, on a un exemple là qui est en train de se mettre en place de la CPME de 4 chefs d'entreprise solidaires qui, à la base, c'est parti de Caroline Bouvier, la présidente des femmes chefs d'entreprise d'Occitanie, qui est couturière, enfin, qui fait de la haute couture et qui a un atelier et qui donc s'est mis à produire des masques dès le début, puis elle a regroupé 1, 2, 3, jusqu'à 50 couturières et maintenant ils achètent du tissu tous ensemble et ils sont en train de monter toute une plateforme et pour les masques, mais même du coup pour après de dire ils vont monter une SCOP ou une entreprise de l'économie sociale et solidaire pour faire travailler les couturières, pour que ça serve d'insertion et peut-être reproduire en France. Donc voilà, et du coup, il y a 3 autres personnes qui se sont mis sur ce projet avec elle. Donc je pense qu'il va y avoir des coopérations aussi qui vont naître de tout ça. Tout à fait. Je vais juste regarder si on a des questions. Est-ce que tu as pu regarder J'en ai pas de mon côté, non, pas dans le fil du direct. Vous aurez toujours la possibilité de les poser après sur notre page Facebook. Hein, si vous revoyez la vidéo. Il y a une question de Julie. Accompagnez-vous tout type d'entrepreneurs et pouvez-vous en dire un peu plus sur comment faites-vous en ce moment? Je pense que la deuxième question, vous en avez un petit peu parlé. Oui. Alors, enfin, tout type d'entrepreneur, nous, oui, à partir du moment où nous, à la CPME, on est donc un syndicat interpro, hein, donc on a une section service, industrie et commerce, et on a aussi maintenant les sections artisanat et profession libérale. Donc, à partir du moment où la personne est indépendante, immatriculée, même auto-entrepreneur, on peut accompagner tout le monde. Après, on a quand même un rôle de syndicat, donc on accompagne dans la défense, dans le conseil, on a beaucoup d'experts qui peuvent intervenir, on a les mandataires, etc. Après, on n'intervient pas dans la création d'entreprises, par exemple, c'est le rôle des chambres de commerce ou des chambres des métiers. L'accompagnement vraiment développement d'entreprise, il y a des acteurs qui le font. Donc après, le mot accompagnement, ça dépend qu'est-ce que ça veut dire. C'est assez large, mais dans tous les cas, un syndicat, et on a les portes ouvertes partout aujourd'hui. On a le contact de tous les organismes, tous les services de l'État. Donc on peut, en tout cas, même si nous, on ne le fait pas, orienter facilement vers la bonne personne, le bon interlocuteur. Très bien. Merci. Je crois que c'est la seule question qu'on avait sur le fil. La voix maintenant, c'est la seule on arrive un petit peu à la fin de notre entretien. Juste avant de clôturer, moi j'avais envie de finir sur une note d'optimisme. Je voulais vous demander comment est-ce que pendant cette période de confinement, il y a eu un moment, quelque chose qui vous a touché, une note d'optimisme pendant cette période de confinement. Alors moi, ce qui m'a touché, c'est un peu cette solidarité qui s'est mise en place, comme je vous l'ai dit, très rapidement, et de gens qui sont venus apporter leur expertise, leur temps, leurs conseils en disant, moi, s'il y en a qui ont besoin d'aide pour monter leur dossier, pour répondre à certaines problématiques de sécurité. On a plein de gens qui sont proposés, on en a fait très régulièrement des webinaires, des petits ateliers sur le document unique, sur la cybersécurité, sur la gestion des réseaux sociaux, sur plein de domaines. Là, on en fait demain sur l'intelligence collective, sur donc, la médecine du travail, on va en faire un sur le juridique. Donc, il y a ça, il y a l'histoire que je vous ai parlé de Caroline Bouvier, là. C'est vraiment cette intelligence collective et cette force qui fait que beaucoup de gens se sont fédérés. On a énormément de gens qui sont venus en disant, nous, on veut travailler dans les commissions de réflexion de l'après-crise, de l'après-Covid. On veut participer, on veut amener nos idées, on veut échanger ensemble et co-construire, j'ai envie de dire, une nouvelle société, parce que je pense vraiment qu'on peut gagner de ce temps précieux là, dans cette transition sociale et écologique, environnementale, numérique, pour vraiment regarder peut-être d'une façon différente la façon de travailler. Je crois, malgré comment je vais le dire poliment, la vieille école
de cette lutte, pour certains encore, de grands patrons contre des gentils ouvriers. Je pense qu'on en est loin et je vois, moi, les relations qu'on a tous avec nos salariés, où on voit qu'on est tous dans le même bateau. Il y a aussi une vraie solidarité, à la fois ceux qui, des fois, peut-être pouvaient douter de la valeur de leur travail, se sont rendus compte là qu'on avait besoin du travail de tout le monde. Et qu'on avait besoin d'eux et que eux, je pense, le travail était une valeur aussi importante pour eux parce qu'on se rend compte que quand on reste ses choix en permanence, on perd de la confiance en soi, on perd de l'estime et puis c'est quand même beaucoup plus enrichissant de gagner sa vie en faisant quelque chose qu'en restant chez soi. Donc je pense vraiment que tout ça va changer. Voilà, on est tous dans le même bateau, on est tous face à quelque chose qui est inédit et on doit tous s'en sortir en se serrant les coudes. Donc voilà, je veux croire à ça. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu et je pense qu'on se reverra très bientôt dans la commission d'ailleurs des réseaux. On va Exactement. On va organiser tous ensemble le printemps des réseaux au mois de juillet. Je pense que bien sûr il sera. Ça a été annulé, c'est ça? Ou peut-être on va attendre la fin juin là, la fin mai, pardon, pour voir les nouvelles décisions. Mais je ne pense pas que d'ici fin juin, on ait le droit de faire des événements de quelques centaines de personnes. Donc, on va réfléchir d'ailleurs tous ensemble. Ça a toujours été la volonté de co-construire les événements, à voir si on co-construit un événement un peu digital ou si on le repousse à la rentrée. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Grégory, pour ces informations essentielles aux PME en cette période de crise. Avant de terminer, je voulais juste faire un petit message aux gens qui nous écoutent. Si vous avez entre 18 et 40 ans et que vous avez envie de vous engager pour votre territoire de Sète et du bassin de Thau, n'hésitez pas à nous contacter via notre page Facebook ou sur LinkedIn. Merci beaucoup Grégory, encore une fois. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce deuxième live citoyen. On vous dit à très vite avec un autre invité sur notre page Facebook. À bientôt. Grégory, à bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. À bientôt.